La nouvelle Peugeot 508 vous présente En route avec. Bienvenue à bord d'une berline radicalement différente. Une berline qui vous emmène sur les chemins de la réussite à la française. Bonjour Augustin Palluel-Marmont. Bonjour. On connaît que Augustin, parce que c'est Michel et Augustin. Palluel-Marmont, on découvre par la suite. Effectivement, ça nous poursuit un peu, mais c'est plutôt sympa. Bonjour, je suis Pierre de Villeneuve et je vous embarque sur les chemins de la réussite à la française. Bienvenue dans En route avec, on part en balade à travers les lieux symboliques qui ont marqué mon invité, qui raconte son succès, son parcours. Aujourd'hui sur le siège passager, Augustin Palluel-Marmont, que vous connaissez uniquement par son prénom. Augustin, il est le cofondateur de la marque Michel et Augustin. En route avec. Michel et Augustin, ce sont les petits sablés ronds et bons, la fameuse vache à boire, mais aussi des pubs et des vidéos virales où les deux trublions du goût se mettent en scène. Une communication qui bouscule les codes avec succès. Michel et Augustin, c'est aussi l'histoire de deux copains qui fabriquent des sablés dans leur cuisine du 18e arrondissement de Paris et qui aujourd'hui affichent 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Augustin Palluel-Marmont, le storytelling réinventé. Quelle histoire ces gâteaux Michel et Augustin. Et quand je dis gâteaux, parce que ça a commencé par des gâteaux, mais aujourd'hui c'est tout un univers. Écoute, oui, c'était l'univers de la pâtisserie, de la gourmandise, du savoir-faire, manuel aussi, parce que c'est comme un métier pâtissier qu'on exprime avec ses 10 doigts, qui vient même de la boulangerie, parce que moi j'étais boulanger aussi de formation. Le tout début. En fait, je crois beaucoup, moi, à multiplier au bon sens du terme les expériences, c'est-à-dire à butiner intelligemment pour arriver à comprendre qui on est, là où on est bon, ce qu'on aime faire, puis après trouver surtout le bon terreau pour exprimer ses talents. Moi, j'ai bossé au Club Med, j'adorais cet univers du tourisme, mais j'étais à la stratégie, j'étais pas du tout un bon stratège, en tout cas, ce qu'on attendait de moi, j'étais pas bon. J'ai eu l'opportunité de rejoindre des polytechniciens un peu étonnants qui avaient cette idée d'entreprise dont j'ai jamais compris l'activité, qui étaient des logiciels d'optimisation de process industriels basés sur des algorithmes de logique flow, c'est tout ce que j'ai retenu. On m'a proposé d'être cofondateur, actionnaire, j'ai dit oui, parce que j'avais envie de vivre une aventure entrepreneuriale. Ça s'est globalement très mal passé humainement, donc j'ai assez vite arrêté. C'est là où j'ai eu envie d'apprendre un vrai métier de mes 10 doigts et d'avoir un vrai métier, parce qu'en sortant d'école de commerce, moi j'avais pas de métier, j'avais des copains qui étaient avocats, architectes, médecins, à l'école de commerce c'était rien, donc j'ai appris un métier de mes 10 doigts qui était le métier de boulanger et pâtissier. Je suis repassé chez Air France, que j'adorais cette entreprise dans laquelle j'avais fait un petit stage en Espagne et je m'étais éclaté. Et donc là, vraiment, à chaque fois, c'est des périodes assez courtes. Ouais, non de 1 à 2 ans, tu vois. Et je voyais que chez Air France, que j'adorais le secteur, mais que c'était pas du tout le bon terreau pour mes talents. Et donc c'est là où j'ai décidé de quitter Air France. Pas pour créer une entreprise, mais pour faire réaliser ce guide des boulangers de Paris avec Michel. Michel, lui, était un peu vexé après ce guide-là, que j'ai un double diplôme ESCP, CAP. Donc lui, il est parti faire l'INSEAD. Et moi, je me suis retrouvé tout seul chez moi en me disant, alors qu'est-ce que tu fais, Augustin ? Et sur moi, à l'époque, maintenant je l'ai sur mon téléphone, j'ai un petit cahier qui s'appelle Chasseur de papillons, sur lequel je note en permanence mes ressentis en tant que citoyen du monde, consommateur, français, homme. Et parmi toutes les idées que j'avais, j'en avais une qui était les prémices de ce qui est devenu Michel Augustin, c'est-à-dire le goût. On va se rendre tout à l'heure dans le 18e à Paris où tout a commencé. Mais avant que tout commence, il y a le fameux Michel. Alors qui est-il ? Comment est-ce que vous vous connaissez ? Écoute, Michel, Mike, c'est un super Mike, copain. carrément Mike. Ouais, Mike, c'est un très bon pote. On était ensemble en 4e. On est devenus très potes et on était très complémentaires parce qu'on avait déjà des personnalités différentes, mais on s'est vraiment très bien entendus. On s'est perdu un peu de vue dans les années post-lycée. On s'est retrouvés vers 21-22 ans, un peu par hasard. Et quand j'ai cherché un co-auteur pour partir à la recherche des meilleures boulangeries de Paris et passer une année à visiter les 1263 boulangeries de Paris, c'est lui qui a pris le ballon. Le petit Augustin, dans sa famille, 4 frères et sœurs, c'est ça ? On est 5, donc moi je suis le numéro 3 sur 5. Ouais. Voilà. Et là déjà, un amour pour les desserts, les gâteaux, le pain.
Écoute, j'ai pas fait de thérapie profonde, mais j'ai une mère qui ne cuisinait pas du tout. J'ai une grand-mère qui, elle, pâtissait beaucoup, comme on disait chez moi. Et c'est vrai qu'elle m'a vraiment donné le goût du sucré, le goût des recettes simples. Et c'est avec elle que j'ai fait mes premières recettes tout petit. Déjà, en se disant, alors souvent les gamins ils disent moi je vais être pompier, je vais être policier. Vous disiez moi je vais être entrepreneur. Non, pas du tout, mais chacun à son petit niveau. Faire naître des idées, des projets, arriver à fédérer des personnes autour, des copains. Donc oui, j'ai eu un parcours plutôt, une personnalité plutôt atypique. Assez enthousiaste, assez dynamique. Donc ça passait par des petites missions militaires qu'on montait jeune, dans lesquelles on levait de l'argent en faisant des petites ventes de gâteaux, des soirées. Donc ça a été un parcours très, très riche. Jusqu'à très très tard, je ne comprenais pas ce qu'on pouvait faire dans une entreprise. Donc moi j'ai toujours vu les choses comme tout est possible et chaque idée est une idée qui peut devenir concrète si on arrive à fédérer les bonnes énergies autour. Donc la notion économique était un truc qui me parlait pas, et surtout le monde de l'entreprise, c'est ça qui est dingue quand on est collégien, lycéen, ça paraît totalement obscur. Lointain. Et donc c'était surtout l'envie de vivre des projets que globalement, avec un peu de bon sens, un peu d'énergie, tout était possible. Et donc après, il y a eu une case ESCP quand même dans tout ça. Ouais, moi je suis rentré à Subdoco Paris un peu par hasard. Moi je sais que j'avais aucune chance en prépa et que je voulais une formation quand même assez généraliste, et donc je suis passé à la fac et je suis rentré, à l'époque ça s'appelait les admissions parallèles, les admissions sur titre, et là ils cherchaient des profils un peu plus étonnants, un peu plus atypiques, avec des expériences un peu variées. Donc un parcours un peu déjà plus atypique que le lycéen un peu standard qui avait fait une prépa et qui était très fort intellectuellement, mais qui s'est peut-être moins confronté au monde qui l'entoure. Moi, j'ai passé mon CAP boulanger en candidat libre de mémoire en 2001. Et en sortant de cette épreuve pratique, qui est comme une vraie épreuve de 6 heures où tu dois sortir toute une production, c'est-à-dire des baguettes en nombre, des croissants, des pains spéciaux, un décor sur pain. Je déjeunais dans un bistrot à Saint-Germain-des-Prés et le truc ouf, c'est qu'on m'a proposé une baguette de pain pour accompagner mon déjeuner qui était dégueulasse. Et je me suis dit, attends, c'est pas possible, tu viens de faire 6 heures et essayer de faire les meilleures baguettes du monde. T'es à Paris, la capitale mondiale de la boulangerie, on te sert un mauvais pain. Et là, j'ai eu cette idée de dire, est-ce qu'on peut pas trouver un moyen d'essayer de participer au retour du bon pain en France et à Paris, d'où cette idée de faire un peu le guide Michelin du pain. On avait regardé, il y avait 1263 boulangeries de Paris et on avait envie de visiter chacune d'entre elles, et j'avais envie de partager cette expérience avec un copain ou une copine. J'ai proposé, je me souviens très bien, j'ai envoyé un mail à une vingtaine de personnes, et c'est Michel qui lui était consultant à l'époque en stratégie, qui me dit, écoute Banco, je prends une année sabbatique pour te suivre dans cette quête des meilleures boulangeries de Paris. Et alors on a très très envie de savoir comment tout a commencé, et pour ce faire, on va aller place Jules Geoffrin dans le 18e. C'est là où sont nés les tout premiers petits sablérons. Qu'on conçoive une voiture ou qu'on dirige une entreprise, l'innovation est souvent la clé de la réussite. Pour accompagner les entrepreneurs, Peugeot a créé la nouvelle Peugeot 508, une berline radicalement différente et audacieuse. Augustin, on est place Jules Geoffrin à Paris dans le 18e. Pourquoi ce lieu ? Écoute, c'est beaucoup d'émotions parce que j'adore ce quartier très cosmopolite, et parce que toute l'aventure Michel Augustin a commencé ici, il y a plus de 15 ans maintenant. Mais comment ça ici ? Ici, dans mon petit appart qu'on voit là, qu'on aperçoit. C'est de quelle la rue ? bouche du métro, qui est le 26 de la rue Hermel, qui monte sur les flancs nord de la butte Montmartre. Et tout a commencé ici, dans ma petite cuisine, où on a fait les premiers petits sablés ronds et bons. Et on a une guest star avec nous. Ben oui, justement, c'est qui ? C'est Salah. Salah, je m'appelle Salah, je suis au 24 rue Herbel. C'était moi qui avais commencé à vendre les premiers gâteaux. C'est vous qui avez distribué les premiers sablérons ? Des sablérons, voilà, c'est ça. Ça remonte à quand ? C'était en 2004. Ouais, mais Donc, c'était voilà. effectivement À 18h45.
Pourquoi à 18h45? Là, il y a de la private joke. Non, ça, parce que c'était une première fournée La première fournée. Ouais. quand on avait cuit dans mon petit four de ma petite cuisine de mon petit appart et on avait la chance de descendre 2 étages, de faire 10 mètres à gauche sur le trottoir et d'avoir ce super magasin qui s'appelle le Mini Market qui appartient à Salah. Et alors, comment est-ce que vous avez dit oui tout de suite? Oui, j'ai dit oui tout de suite parce que je savais que ça va bien marcher et ça plaît bien aux clients. Et comment vous avez fait la promotion? Vous arriviez, les gens arrivaient à la caisse en disant qu'est-ce que c'est que ce nouveau truc? Non, j'ai proposé, il y avait des clients qui me demandaient qu'est-ce que c'est et tout ça, là, parce que je l'avais mis juste à côté de la caisse. Merci beaucoup. Merci Salah. Et donc, dans ce petit appartement, il y avait certes la cuisine pour les petits sablés, mais il y avait aussi le business plan, le fameux. Écoute, oui, on avait écrit ça avec Michel un peu, c'était pas grand-chose, mais c'était quelques lignes sur la vision qu'on avait envie de porter, c'est-à-dire remettre le goût au cœur de nos préoccupations, parce que moi j'avais passé un CAP boulanger avant, et j'avais pris des cours de pâtisserie à la mairie de Paris, donc je voulais mettre le goût au cœur de l'alimentation des urbains. L'idée aussi de travailler avec des ingrédients qui étaient hyper simples, le plus nobles possible. Et on n'avait pas envie d'inventer une marque, on voulait raconter l'histoire qu'on allait vivre. Et je me souviens très très bien, on était tous les deux dans mon appart avec Michel et on s'est dit on part de rien et peut-être qu'un jour on arrivera à faire rayonner le savoir-faire pâtissier français dans le monde entier. Mais donc, dans la tête de vous deux, il y avait déjà tout ça. C'était pas genre, allez, coup de poker, on descend au supermarché du coin et on va voir ce que ça donne. Non, ce qui nous plaisait beaucoup, c'était cette schizophrénie un peu de commencer tout petit, tout de suite d'une cuisine et l'idée de se dire que peut-être qu'avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, on peut peut-être arriver à s'adresser au plus grand nombre sur toute la planète. Donc c'était totalement fou. C'est comme si tu rentres maintenant chez toi et tu dis je vais lancer une nouvelle aventure agroalimentaire en partant de ma cuisine. Et voilà, je me souviens très bien, on s'était dit si on parle à deux avec Michel, il n'y a que nous deux qui nous entendons, mais peut-être qu'on va pouvoir faire partager au plus grand nombre ce qui nous anime. C'est aussi ce 18e d'aujourd'hui, c'est le quartier où il y a plein de boulangers dont on entend beaucoup parler aujourd'hui. Je me souviens très bien du boulanger là qui était au coin. De l'autre côté, quand on regarde là, on regarde plein sud. Au-delà de la mairie, on a la butte Montmartre. Et juste de l'autre côté, on a la rue des Martyrs qui descend. Et on a l'un des boulangers qui nous a vraiment donné un énorme coup de main au départ, qui a aussi une boulangerie ici dans le 18e. Mais là, il était côté 9e, qui est Arnaud Delmontel. À l'époque, une baguette rétro d'or qui était super. Et c'est Arnaud, quand chez moi, ma cuisine était trop petite, Arnaud nous a prêté totalement bénévolement son laboratoire de pâtissier le mardi rue des Martyrs quand il était fermé. Donc on récupérait les clés en face au café et tous les mardis on concoctait des petits sablés ronds et bons avec Michel puis avec mon petit frère qui était étudiant et ses copains qu'on a exploités. Et donc c'était aussi empreinte de ce territoire parce que sans Arnaud, sans ce boulanger-là, on n'aurait jamais réussi à faire ce qu'on a réussi à faire avec Michel. Faisons une pause sur les chemins de la réussite à la française pour découvrir la nouvelle Peugeot 508 et son poste de conduite spectaculaire. Volant compact, combiné numérique, écran tactile 10 pouces et caméra infrarouge de vision nuit, de quoi reprendre la route en toute sécurité. On redémarre ? En route avec la nouvelle Peugeot 508. Augustin, dans cette voiture, comme dans beaucoup de voitures, une boîte à gants. Donc vous allez l'ouvrir et vous allez me dire ce que vous y trouvez comme objet et ce que ça vous inspire. Alors on ouvre. Ah, super. Qu'est-ce que c'est ? C'est un packaging de glace Ben & Jerry. Et c'est très sympa parce que j'adore la glace. Moi, je consomme quasiment tous les jours de la glace. Tous les jours ? Ouais, je suis fan de glace. Et Ben & Jerry, écoute... Américain, du Vermont. Et ce qui est sympa avec Ben & Jerry, c'est que moi, j'ai découvert cette aventure quand j'étais adolescent chez des copains dans le Vermont. Je voyais ce paquet de glace là dans le congélateur de mes copains. Oui. J'ai compris un peu ce que c'était. Je suis allé visiter à l'époque, adolescent, cette manufacture dans le Vermont, qui est le premier site touristique du Vermont, il faut le faire. Et ce que j'aime aussi bien dans cette analogie, c'est que sans eux, on n'aurait pas lancé Michel Augustin, mais dès le moment où on s'est dit on y va, l'aventure Ben & Jerry ne nous intéressait entre guillemets plus. C'est-à-dire que je crois que, et l'histoire a démontré que on est à la fois très proche, mais on s'est exprimé à travers les talents et ceux de la tribu de manière
totalement différentes. C'est une autre aventure, ce sont d'autres... En quoi c'est différent ? C'est que déjà, c'était pas la même époque, c'est pas le même pays, c'est pas la même philosophie. C'était un autre contexte. Donc moi, j'aime pas me comparer, mais sans eux, on n'aurait jamais eu l'idée de lancer Michel Augustin. Mais 15 ans après, force est de constater que nos aventures sont aussi très différentes. En tout cas, s'il y a bien une chose dont vous vous êtes inspiré de Ben & Jerry, c'est ce qu'on appelle le storytelling. Et encore, je dirais plutôt dans l'incarnation, c'est-à-dire que eux se sont dit on va incarner notre propre marque pour que ça ne soit pas une marque, mais en tout cas que ce soit deux personnes physiques qui existent. Nous, on a fait pareil, mais dans notre capacité à narrer en temps réel notre aventure, on a eu la chance nous, de lancer Michel Augustin la même année que naît Facebook, donc on avait de manière totalement naturelle les meilleurs médias possibles pour partager notre aventure. Donc je pense que ce storytelling, comme tu dis, nous on l'a fait de manière quotidienne, en totale transparence, et eux, à cette époque-là, n'avaient pas ces outils-là. Donc on l'a exercé de manière totalement différente et je dirais beaucoup plus profonde et transparente parce qu'on avait la chance d'avoir ces outils-là. Ouais. Alors vous dites que vous n'aviez pas les mêmes outils, c'est vrai, mais en même temps, aujourd'hui, avec ces outils nouveaux, vous faites face à ce qu'on appelle le bad buzz. Oui, nous on fait les choses telles qu'on les sent, on ne s'est jamais trop pris la tête, c'est très transparent et oui, nous on a eu la chance pendant quasiment 12-13 ans d'avoir une couverture médiatique via les réseaux sociaux exceptionnelle et honnêtement totalement délirante par rapport à notre taille économique, c'est que ça inspirait sans doute quelques personnes. On s'est pris, c'est pas un bad buzz, on s'est pris une mauvaise polémique, mais qui était mal intentionnée, qui était manipulée. C'est la vie, qu'est-ce que j'en fasse ? Laquelle ? Non, on a été attaqué d'homophobie. On a un cycle de conférences qui s'appelle Boire une vache avec, parce qu'on a une aventure qui est ancrée et ouverte dans la cité, dans laquelle on invite des personnalités qui nous enrichissent, que ça soit Pierre Hermé, que ça soit Yannick Aleno, Xavier Niel, Jacques-Antoine Granjon, Sébastien Bazin, Nicolas Sarkozy, Fleur Pellerin, et on a invité François Fillon. Et là, on nous a attaqué de manière camaraderie. De camaraderie, alors qu'on avait fait attention de préciser que c'est parce que tu reçois quelqu'un ou que tu serres la main de quelqu'un que tout de suite t'es ton meilleur pote. Mais ça peut être un ami sans forcément aussi partager ses pensées. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu médiatique aujourd'hui. Ça a été une épreuve pour pas mal de trublions, à commencer par moi. Je crois qu'on est beaucoup plus fort que cela et que ce qui compte, c'est la vérité que tu as par rapport à toi-même. Hein. Alors Augustin, dans cette voiture, à part la boîte à gants, il y a aussi une radio, une autoradio. On va écouter un petit peu. La mésaventure de la marque Michel et Augustin. Elle a voulu sortir une édition limitée de yaourt, la vache qui vote, aux couleurs des 10 candidats, ou plus précisément de leur couple, Michel et Augustin étant remplacés par Carla et Nicolas, ou encore Valérie et François. Problème, ces yaourts ont dû être retirés de la vente. Trop de tension dans les rayons frais, mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends, super souvenir. On s'était bien marré, on avait fait une série limitée pour la campagne 2012 et je crois qu'il y a eu un incident dans un Monop Saint-Lazare de mémoire et c'est parti un peu après justement en buzz médiatique. Mais c'était quoi l'incident dans le Monop ? Mais je crois qu'il y en a un qui avait pas été content et qui avait, j'étais pas là, hein, qui avait jeté une vache à boire sur le mur qui avait explosé. C'était vachement marrant parce qu'en plus sur chacun des couples on avait écrit un petit texte qui était vachement rigolo pour chacun et c'était te dire une aventure, une marque doit prendre sa part du débat public. Augustin, nous avons une séquence qui est l'invité de l'invité et votre invité aujourd'hui, c'est Pierre-Jean Romatet. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. Augustin, pourquoi avoir choisi Pierre-Jean Romatet ? Pierre-Jean, parce que c'est un super copain. On était aussi sur les bancs de l'école avec Michel et lui, donc en 4e, voire 5e. Pierre-Jean, je sais pas très bien. À Franklin. Ouais, on a vraiment commencé à être potes en 4e. En 4e, donc comme Mike, comme Michel. On a fait plein de trucs avec Pierre-Jean. Et Pierre-Jean, pour la petite histoire, c'est la première personne à qui j'ai pensé pour monter l'aventure qui aurait pu s'appeler Pierre-Jean et Augustin. Et Pierre-Jean, parce qu'il a été actionnaire, il a été administrateur et que maintenant c'est un entrepreneur très successful. Et vous avez dit non, Pierre-Jean ? J'ai dit non.
J'ai dit non, sans doute par manque de courage, sans doute parce que le projet à l'origine, il était pas très bien défini, puisque il était au stade d'idée, mais j'ai sans doute manqué de courage. Et puis je suis pas sûr, pour être très honnête, que j'aurais aussi bien fonctionné avec Augustin que Michel fonctionnait avec Augustin, parce que Michel et Augustin sont très complémentaires, et c'est une des raisons de leur succès. Je suis pas sûr que ça aurait aussi bien collé. Donc je préfère garder Augustin comme meilleur pote que comme associé. Vous, pour justement nous dire un peu, vous dans la vie, vous avez fait quel parcours? Vous faites quoi maintenant? Alors moi j'ai fini par créer mon entreprise aussi, mais un peu plus récemment qu'Augustin, parce que je me suis lancé il y a 7 ans. Et c'est marrant parce que j'ai une entreprise qui s'appelle À la Française. L'idée, en fait, est de faire découvrir nos régions françaises à un public d'étrangers. Vous faites quoi? Vous démarchez les étrangers? Quand vous dites les étrangers, c'est les particuliers ou les entreprises? Oui, c'est les particuliers. C'est essentiellement les particuliers étrangers qu'on promène à la journée. Donc on les prend les matins, on les ramène le soir, au départ de Bordeaux, des châteaux de la Loire, de la Bourgogne, de la Champagne, de la Provence, Avignon, Aix-Marseille. Voilà, autour de la thématique de l'art de vivre à la française. Donc c'est le vin, c'est la gastronomie, c'est la culture française. Donc c'est les bons côtés de la France qu'on fait découvrir à nos visiteurs étrangers. Et aujourd'hui, quand vous regardez Pierre-Jean, quand vous regardez Augustin, vous revoyez encore cet élève de 4e qui a grandi et qui T'as 2 heures, hein, en 2 heures. On a tous pas mal évolué, on évolue beaucoup, mais finalement je suis pas sûr qu'on change beaucoup. On a fait nos vies professionnelles, on a chacun des familles nombreuses, on a un groupe d'amis très fidèles. Augustin qui a beaucoup de succès et qui commence à avoir une petite notoriété, ses quelques potes qui sont autour de lui, sa femme. Ça lui permet de garder les pieds sur terre et de garder la tête froide. Et on est quelques-uns à pouvoir lui dire les choses assez cash. Quand il commence à avoir le melon, c'est ça, vous lui dites? Exactement. Ouais. Parfois, il en a bien besoin. Non, mais c'est ce qu'on appelle les cordes de rappel. Je trouve que c'est un vrai sujet quand tu vois. Ça, c'est vrai. Quand tu vois certaines personnes qui ont des succès et qui décollent un peu, c'est avec les cordes de rappel, que ce soit par les copains, par les conjoints, la famille, c'est un truc très important. Moi, il y a un truc qui m'a toujours un peu fasciné, c'est que tu sais, dans nos promos, tu as toujours les 2-3 stars de la promo, des gens qui, à l'époque, avaient des talents hors normes. Ouais. Et quand tu les recroises 20 ans après, de temps en temps, tu t'aperçois qu'en fait, ils ont des parcours plutôt un peu neutres. Donc moi, de temps en temps, ça m'arrive de dire « Ah, mais ce gars-là ou cette femme-là était rayonnante, talentueuse, hors norme ». Et un peu de déception, on a envie de les aider en disant « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous réalisiez pleinement vos talents ?» Toi, tu as lancé ton business il y a 7 ans et tout le monde savait que Pierre-Jean avait le talent pour être entrepreneur. Il a eu le talent de le faire tardivement et d'avoir l'humilité de recommencer à 35 ans, de recommencer à zéro en conduisant un minibus tout seul dans les vignes de Bordeaux. Ouais. Quand tous ses copains avaient déjà des belles carrières ou montaient des boîtes qui commençaient à ressembler à quelque chose. Merci beaucoup Pierre-Jean et longue vie et grand succès à la Française. Hein, c'est bien le nom de votre boîte. C'est tout à fait ça, merci beaucoup. Salut PG. Au revoir. Augustin, nous voilà à la Bananeraie, ce lieu mythique dont on entend tellement parler. Ah, c'est la Bananeraie 3.0. La première était rue Hermel, la deuxième était rue de Pondichéry et on est ici maintenant à peu près 10 ans, je crois. On va fêter les 10 ans de la Bananeraie à Boulogne. Comment est-ce qu'on fait pour choisir un lieu, et je parle du lieu physique comme celui-là? Écoute, c'est très compliqué de trouver un lieu qui nous ressemblait à l'époque et qui nous ressemble encore. On avait pris à l'époque beaucoup trop grand et on avait sous-loué une partie pour se dire si jamais on grossit, on ne va pas être obligé de déménager. Nous, on voulait un lieu qui soit en rez-de-chaussée, qui soit ouvert sur la rue, qui soit pas loin d'un métro et qui est évidemment en open space. Donc voilà, là on est on doit être 60 trublions. Et c'est vrai que ça n'a rien d'exceptionnel, mais pourtant quand tu rentres, tu vois que c'est quelque chose d'un peu différent que d'autres bureaux. Et une des particularités aussi de cette aventure, c'est que tous les talents sont internalisés. C'est-à-dire qu'on travaille avec très peu d'entreprises à l'extérieur. Tu vas voir, il y a tout un studio de design, c'est-à-dire tous les packaging, toute la com, toute la R&D, tout est fait en interne. Quand on a besoin, on a creusé tout à l'heure Hassan, qui vient d'Aubervilliers, qui est notre ancien monteur, preneur de son, parce que toutes les vidéos, tout est fait en interne. Parce que c'est comme ça qu'on travaille de manière plus agile, plus riche, plus joyeuse. C'est quand tous les talents sont sur le même toit qu'est la Bananeraie. Vous nous faites visiter, on va Bien rentrer sûr. avec vous.
Alors là, on passe le portail. Voilà, non, mais on rentre dans une cour intérieure. La bananeraie, c'est un peu une machine à laver géante dans laquelle il y a un niveau d'énergie, de passion, d'engagement super fort. Et surtout, c'est un lieu qui est très ouvert sur la cité. On a beaucoup d'écoles qui viennent, on a beaucoup de séminaires de cadres, on a un cycle de conférences Boire une vache avec, on est centre de formation CAP pâtissier, il y a les portes ouvertes. Chaque premier jeudi du mois à 19h, il y a plus de 1000 consommateurs qui viennent. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très ouvert et c'est un niveau d'énergie, de passion, d'engagement hors du commun. Donc c'est à la fois un campus, un incubateur, un lieu d'évolution. Oui, on a aussi le bureau d'Amboise, c'est une petite association dans laquelle on héberge des entrepreneurs qui démarrent des projets et qui avaient un peu des difficultés à trouver des bureaux. Et sur le management, comment ça se passe ? Le management, c'est très... voilà, chacun est vraiment en responsabilité, on ne pose jamais de questions, on vient toujours avec des recommandations, on est là pour résoudre les problèmes, on est là pour innover. Il n'y a pas de contrôle de gestion. Il y a de l'audit, il y a du contrôle de gestion, parce que sinon ta boîte, elle plante. Mais c'est vraiment de trouver un endroit où chacun est capable d'être vraiment le patron de son périmètre et de travailler à cerveau ouvert, de s'enrichir, de ne pas avoir de susceptibilité sur les territoires des uns et des autres. Donc c'est vraiment une forme de réflexion et de projet très commun. On échange en temps réel ce qui nous passe par la tête, on montre le travail de chacun pour qu'on puisse s'enrichir des avis des uns et des autres, puis à la fin, chacun décide sur son périmètre. Bon, allez, on va prendre un gâteau. Une vache. Ou une vache, et après on repart en voiture. Super, merci. Et nous voilà de retour en voiture avec Augustin Palluel-Marmont. Axel de Tarlet, on passe à l'économie. Danone devient seul maître à bord de la marque Michel et Augustin, dont il possède désormais 95%. Est-ce qu'ils vont continuer à faire leur bonne mousse au chocolat ? Mathieu, ça suffit. Ah oui, Ils vont pas changer la recette de la mousse au chocolat. Et alors, c'est vrai que c'est pas du tout light, mais ils le revendiquent. Ce qui est bon n'est pas forcément light. Nous, on est dans le plaisir, on n'est pas dans le fitness. Mathieu Noël sur Europe 1, qui avait très très peur que la recette change quand on confie la barre, le guidon à une grosse boîte comme Danone. Est-ce que les produits restent les mêmes ? Écoute, je ne pense pas du tout qu'on confie la barre. Je crois qu'à chaque étape de notre histoire, il faut avoir le bon écosystème actionnarial. Quand on a commencé avec Michel dans la petite cuisine, on avait 40 copains qu'on appelle à l'époque Friends and Family, qui nous ont soutenus et qui ont investi dans l'aventure quand personne n'y croyait. Après qu'on a eu besoin de passer à l'étape d'après, on a eu la joie de croiser un entrepreneur français exceptionnel, François Pinault et Patricia Barbizet, qui nous ont accompagnés. Et quand on s'est dit on va aller encore plus haut et essayer de faire rayonner ce savoir-faire pâtissier français dans le monde entier, on a regardé un peu qui était intéressé par cette nouvelle aventure, et on a eu la chance de croiser Danone et Emmanuel Faber. Et donc je crois qu'aujourd'hui l'intelligence des grands groupes, c'est de créer les bons écosystèmes pour que justement ils ne cassent pas leur joujou et qu'ils nous mettent à notre disposition tout ce qu'il faut pour qu'on continue à grandir de manière très autonome et indépendante. Donc j'ai pas du tout l'impression d'avoir confié la barre à Danone, et le mieux c'est tu viens quand tu veux à la bananeraie et tu verras qu'au quotidien vous serez toujours là. Non mais rien n'a changé. Michel et moi on reste juridiquement parlant PDG, on est encore actionnaire, et ce qui compte c'est est-ce qu'au quotidien ça change quelque chose. La réponse est non. La question importante là-dedans, c'est je crois que Michel et moi on a eu l'énergie, les talents pour partir d'une petite cuisine à cette aventure d'une centaine de trublions, d'une centaine de recettes, de quelques dizaines de milliers de points de vente, d'une cinquantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et de quelques pays. Et maintenant, te dire comment partout dans le monde où il y a une bouteille d'eau Evian, on peut y mettre une recette Michel Augustin, c'est peut-être aussi d'autres talents. C'est-à-dire que je crois que il faut connaître ses propres limites. Ce qu'il faut, c'est peut-être se dire à un moment, quand est-ce que tu transmets le flambeau à des gens qui sont en meilleure capacité pour réaliser et porter le plus haut possible ce projet. Voilà. Donc cette question-là se posera un jour, mais c'est au service de l'aventure Michel Augustin. Est-ce que ça veut dire que cette transmission que vous faites à Danone, même si c'est pas vraiment une transmission, mais c'est le fait que Danone vous chapeaute aujourd'hui, c'est ça, d'une certaine manière, votre réussite? Non. C'est quoi alors la réussite? C'est d'avoir réussi. Non, mais moi j'aime pas le mot réussite. Je préfère le mot d'impact. Moi, ce qui m'anime au plus profond, c'est dans le partage de cette aventure, au-delà de la dimension
trublion du goût, oui. c'est quelles sont les trajectoires qu'on a pu changer. Donc c'est tout ce qui a été fait avant. Comment est-ce qu'on a, même encore aujourd'hui, en se parlant là, peut-être que certaines personnes qui vont nous écouter, ça va leur donner envie d'aller au plus profond d'eux pour se découvrir, entreprendre, se réaliser. C'est ça qui nous anime au plus profond. Quand on voit, par exemple, dans nos formations CAP pâtissier à la bananeraie 3 fois par semaine, nous, vous savez, hein, on est la première aventure ou entreprise agroalimentaire dans lequel toute l'équipe est diplômée. C'est un incubateur. Que tu sois à la logistique, à l'accueil, à la finance ou commerciale, chez Michel Augustin, tu apprends un métier manuel, mais on partage ça aussi avec des gens qu'on intègre de l'extérieur pour apprendre ce métier-là. C'est aider les gens à entreprendre leur vie. Augustin, si c'était à refaire, quand vous regardez dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a des choses où vous dites, tiens, ça on aurait pu le faire autrement ? Oui, peut-être que, tu vois, nous, on a fabriqué au départ chez moi, puis chez Arnaud Delmontel, puis après dans une biscuiterie qu'on a louée pendant près de 2 ans. Et après, on a décidé de passer dans un modèle de partenariat avec d'autres, qu'on appelle des copackers, des industriels. Ouais. Et je trouve ça vachement sympa à l'époque, parce que c'est quand même une complémentarité des talents entre le nôtre, qui était la R&D, l'innovation et la commercialisation, et eux qui avaient des usines à remplir, hein, donc ils avaient un talent productif. Aujourd'hui, j'aurais aimé, et c'est ce qu'on va sans doute avoir, pas sur toutes nos recettes, mais sur quelques-unes de nos recettes, avoir un site à nous dans lequel on aurait pu aussi essayer de révolutionner un peu le modèle productif. Donc c'est peut-être ça aurait été à refaire, peut-être que plus vite on aurait pu créer notre propre outil de production sur une partie de nos recettes. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, peut-être à des pré-étudiants ou des adolescents qui se disent, tiens, je vais monter un truc, j'adore les gâteaux Michel et Augustin, ils ont eu une bonne idée, peut-être que j'aimerais faire comme eux. Est-ce qu'il y a une concurrence ? Non, mais partout il y a de la concurrence, mais partout, et quel que soit le secteur, il est possible d'innover, de disrupter, d'agiter les cocotiers. Donc c'est là que c'est incroyable, c'est que qui aurait pu imaginer que dans un domaine comme l'agroalimentaire il y a 15 ans, il était possible de partir d'une cuisine et de vivre cette petite aventure que l'on a vécue jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que partout, moi je le vois dans mon cahier chasseur de papillons, dans tous les secteurs, on est capable d'avoir des idées. Il faut être extrêmement curieux par rapport au monde qui nous entoure. Il faut noter ses idées, mais partout il est possible d'innover, et l'innovation, on le sait bien, c'est la seule solution à une croissance pérenne et rentable. Merci beaucoup Augustin. Merci de nous avoir accompagnés dans cette balade parisienne, et longue vie, puisque c'est pas fini. Ah non, c'est le début. À bientôt. Eh bien, merci d'avoir fait la route avec nous. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes habituelles d'écoute et sur le site et l'application Europe 1. Bye bye.